Coucou! Alors, on lance un nouveau vlog, une nouvelle semaine. On est le dimanche 4 mai et j'ai essayé d'un peu réorganiser mes semaines de vlog pour que je revienne en fait au fait que quand je vous mets en ligne un vlog de dimanche, c'est le vlog qui vous présente la semaine qui vient tout juste de se passer parce que là, en ce moment, on est en décalé. Donc, on va voir comment ça va se passer. Pour le moment, je viens de terminer mes lectures, donc j'ai pas de lecture en cours. Lecture audio, peut-être. J'ai eu un exemplaire en livre audio via netgali.fr de L'Empire des femmes de Cassandra. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Lambert, je pense. Cassandra Lambert, Lambert. Et ça me tentait depuis longtemps. Puis là, comme il est disponible en audio, peut-être que je pourrais l'écouter. Mais je ne sais pas encore ce que j'ai envie de lire. Puis sinon, ben écoutez, aujourd'hui, je suis en congé, mais j'ai des engagements. Demain, par contre, je suis en congé. Donc, peut-être que je vais me faire une journée avec un peu plus de lecture. On va voir. Mais je voulais juste prendre un petit moment pour lancer le vlog sans tambour ni trompette. Alors, ben voilà. Allez, on lance tout! Ah, j'ai même mis les agrafes. Ah, oui, parce qu'elle n'est pas fermée. Ça doit être une ancienne en fait, donc c'est que c'est la même en pense. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Et bonjour! Alors, on se refait un petit coucou. On est le lundi 5 mai en fin de journée et finalement, je me suis lancée dans une lecture audio que j'ai commencé ce matin quand je suis allée courir. Je suis déjà rendue, je pense, à près de la moitié. Et c'est le deuxième tome de la série des enquêtes de Washington Post de M.W. Craven. Donc, c'est Black Summer. Je l'écoute en livre audio, mais là, je viens de passer un petit 100 pages à lire en livre numérique pendant un Read With Me avec Margot Liseuse. Toujours aussi prenant. Oui, je l'écoute en français pour celui-là parce que je ne l'ai pas trouvé en fait en langue originale. Et on va retrouver le fameux Washington Post, cet ancien inspecteur de police qui est rendu dans un centre de... J'arrive jamais à retenir les noms, mais je pense que c'est comme un centre national de recherche pour des crimes plus complexes en lien avec le profilage et tout ça. Et sa collègue un peu, cette association un peu improbable-là de lui avec une analyste qui s'appelle Tilly Bradshaw, qui est une génie de l'analyse en fait, et qui, en fait, à défaut de savoir toujours comment enchaîner les choses en société, est vraiment excellente pour déterminer des profils, des constantes et tout ça. Donc, on va le retrouver. C'est vraiment une suite au premier, fait que je ne peux pas vous dire grand-chose de plus que on va le retrouver alors que, en fait, ça commence 2 semaines plus tard. Puis rapidement, on revient en arrière. Donc, on va le retrouver alors que une enquête dans laquelle il a travaillé et pour laquelle il avait fait, pas lui personnellement, mais son enquête a fait en sorte qu'un grand chef cuisinier avait été condamné pour le meurtre de sa fille qui avait été portée disparue et qui avait été présumée morte. Va être un peu bousculé parce que, en fait, la fameuse fille, après 6 ans, est comme réapparue. Et comme c'était lui qui s'occupait de l'enquête, bien évidemment qu'il va être interrogé, puis là, il va avoir potentiellement créé une erreur judiciaire, puis là, il est complètement à l'envers parce que, tu sais, il était certain qu'il avait tout bien fait comme il faut et tout. Et là, c'est ça, plus ça va avancer, puis plus ça va prendre des proportions, plus il va... C'est vraiment une situation un peu impossible. Dans le fond, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est sûr que la jeune femme qui est revenue 6 ans plus tard, c'est bien la personne qui avait disparu au départ. Et il y a eu des tests de sang, puis l'ADN correspond et tout. Donc, il essaie vraiment de voir, et pas nécessairement comment se sauver de la situation, mais juste pour être sûr qu'il n'y aurait pas eu justement une possibilité de faire en sorte qu'en fait, la personne qui est revenue n'était pas celle qui a disparu. Et là, éventuellement, il va se retrouver un petit peu plus enseveli sous
la muse, comme on dit. Non, la mouise. La muse, je l'ai vraiment. La muse, ce serait le fun, musique. La mouise, donc c'est dans la mouise, en fait, puis c'est là qu'il va faire appel à Teddy Bradshaw. Donc, on va les suivre. C'est toujours super haletant. Là, ça, je suis rendue à 40%. Ça se fait tout seul. Je suis rendue à 40%. On aime toujours autant retrouver les deux types de personnages. Washington Poe, qui a quand même des valeurs assez solides, mais qui s'en fâchent comme d'habitude pas, comme un peu un classique en fait, dans les règles, mais en même temps, il y a des valeurs humaines solides. Et Teddy Bradshaw qui a une approche absolument cartésienne des choses, mais qui, malgré cette approche-là, puis malgré le fait que c'est pas naturel chez elle, a un attachement profond avec Washington Poe qui lui ressemble pourtant pas. Donc, évidemment, retrouver ces personnages-là, c'est intéressant. On sent qu'il y a peut-être une piste de quelque chose en parallèle. Le voisin de où Washington Poe habite, qui est décédé, on dirait dans des circonstances un peu bizarres. Donc, on va voir pour la suite, mais je peux pas nécessairement vous en dire plus comme, de toute façon, c'est un deuxième tome. Mais je voulais juste vous faire un petit point pour vous dire où j'en étais dans la lecture. Donc, ben voilà, c'est ma lecture en cours. On va voir comment ça va se passer pour les prochains jours. Voilà. Ben, on se dit à bientôt! Et bonjour! Alors, je fais un petit coucou pendant ma pause repas parce que j'ai finalement complètement dévoré le fameux deuxième tome de la série des inspecteurs de Washington Poe de, je me rappelle jamais, de M.W. Craven. C'était vraiment excellent. C'était prenant, c'était haletant. Il y a vraiment une évolution des personnages principaux. Il y a le déploiement je sais pas, les personnages principaux, leur impact sur l'enquête, mais aussi ce que ça peut avoir comme impact sur eux autres, à quel point ça peut avoir aussi faire une différence sur leur future approche de d'autres enquêtes ou de la vie en général. On est outré par moments, on rencontre des personnages attachants, des personnages horribles d'inhumanité. Mais en même temps, ça fait partie de la donne. C'est vraiment intéressant. C'est assez tout seul, ce livre-là. La plume, c'est une plume utilitaire. C'est pas nécessairement qu'un style particulier, mais elle fait vraiment le travail. Puis comme je vous dis, la force, c'est vraiment la galerie de personnages. Puis cette fois-ci, en tout cas dans cette intrigue-ci, mais dans la dernière aussi, mais celle-ci est particulièrement bien ficelée. C'est assez... mais juste le bon dosage. C'est sûr que je vais lire le troisième tome. Je pense qu'il y en a peut-être 3 ou 4. Là, je l'ai lu en français. Mais je pense qu'en anglais, il y en a plus que 3 de traduits dans la série. Parce que j'ai suivi une booktubeuse britannique, il me semble. Il me semble que c'est Jen Campbell, il me semble que c'est ça. Puis il me semble qu'elle disait qu'elle lisait justement un M.W. Craven, à moins que ce soit une autre série. Mais elle avait l'air d'être comme rendue dans un tome dont j'avais jamais vu le titre, donc même en anglais. Donc je sais pas trop. J'ai espoir parce que c'est une série que j'aime beaucoup. On va avoir vu encore une fois la fameuse partenaire qui voit la vie de façon un peu singulière, la partenaire de Washington Poe de travail, donc l'analyste, qui va encore une fois, une chance qu'elle est là. Mais en même temps, oui, on est un peu dans les archétypes des duos d'enquêteurs, mais en même temps, je trouve que dans les deux cas, les personnages se déploient correctement. On fait pas juste, dans le fond, utiliser la perception qu'on peut avoir d'un archétype comme ça, puis s'arrêter là. On les développe un petit peu plus. Ils ont quand même une personnalité spécifique. J'aime vraiment beaucoup le personnage de l'acolyte de Washington Poe, dont le nom m'échappe évidemment, parce que là, Tilly, on l'aime beaucoup. Tilly, qui n'a pas beaucoup de filtres, qui pour elle, qui pense que tout le monde a une vision aussi cartésienne des choses, mais en même temps qui est tellement déterminée,
qui pour elle va toujours poursuivre jusqu'au bout parce que c'est pas envisageable que, par exemple, un problème qu'on lui présente, un problème qui peut être un problème typiquement théorique ou très concret, pour elle, c'est comme si c'était mathématiquement impossible qu'elle essaie pas de trouver la solution. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, j'ai beaucoup aimé ça m'a fait du bien. C'est pas une lecture qui était joyeuse, parce qu'on est vraiment on est quand même dans du glauque et tout, mais c'était assez enlevant. Puis comme je vous dis, à part le début qui est un peu saisissant, après ça, ça pesantit pas trop dans les détails. Notre imagination fonctionne suffisamment bien pour compléter le tout, je peux vous le garantir. Mais on n'est pas non plus dans le dégoulinant de détails sordides, même si c'est fondamentalement sordide. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Donc, bien hâte de découvrir le prochain tome. Et encore une fois, je ne sais pas sur quoi va s'arrêter mon prochain choix de lecture. Mais je vais vous en parler dès que je peux. Ça va peut-être des petits segments parce que j'ai encore ma contrainte physiologique, donc de la misère un peu à parler longtemps. Mais ce sera un vlog peut-être un peu plus court avec un enchaînement de petits segments pour faire changement. Vous n'êtes pas habitué à ça avec moi. Donc, à tout bientôt! Débloquer un petit peu, me rendre plus à l'aise et me permettre d'en faire après ça plus régulièrement parce que j'ai des choses que j'aimerais faire avec de l'aquarelle mais que je peux pas faire parce que je n'ai pas les capacités. Et bonjour! Alors, je vous prends post-course, pré-orage, drôle de luminosité, cheveux bizarres parce que je voulais vous dire ce que j'avais décidé de lire finalement. En fait, c'est un choix complètement non stratégique, mais j'ai eu une bulle au cerveau. Je me suis dit, ça serait bien que plus près de 20 ans après le moment où c'est devenu une saga culte, je finisse par, oui, je n'ai jamais lu ça, lire la fameuse série Millennium, en tout cas les 3 premiers tomes. Donc, le premier tome ici qui est Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson, ici dans une édition chez Actes Sud Noir, ancienne édition bien jaunie. Finalement, je l'écoute en livre audio. Donc, la version sur Audiolib et je l'ai aussi en numérique parce que je ne veux pas traîner cette brique-là potentiellement. C'est c'est une bonne brique, presque 600 pages, presque 17 heures de livre audio. Puis, j'ai toujours eu l'impression que Millennium allait être trop sombre pour moi. Puis, à l'époque, je peux vous dire quand c'est sorti, c'est 2005, je pense, je me souviens plus. Il me semble que c'est 2006 pour la traduction française, donc 2005 en suédois, c'est bien ça. Et donc, c'est ça, en suédois. Et j'étais, à l'époque, pas nécessairement capable de recevoir ce genre de noirceur-là. En fait, j'avais un préjugé défavorable, plus par crainte que par jugement, par rapport au polar suédois, au polar nordique en général. Et comme vous savez, si vous me suivez depuis que je suis rendue sur YouTube, bien, vous avez vu que finalement, et grâce à la bibliothèque de Laurie, je la remercierai jamais assez, fini par faire le plongeon dans les polars nordiques en me rendant compte que, comme n'importe quelle catégorie, il y a finalement plusieurs autres plumes que je suis capable de lire. Aussi, j'ai fait un cheminement entre-temps, donc je suis un peu plus capable de lire des choses, même si ça me met dans un état qui n'est pas nécessairement agréable à la vie d'une hypersensible. Bref. Donc, je me suis toujours dit que ça serait potentiellement beaucoup trop sombre, trop glauque pour moi. Mais là, je sais pas. J'ai eu envie de me lancer là-dedans. Ça m'a intriguée et je l'ai commencé. Je l'ai commencé en fait hier soir. Il me semble que c'est ça que j'ai fait. Hier soir? Ce matin? Hier soir? Hier soir, à tout hasard, quand je suis allée prendre une marche, je pense, en me disant ça marchera pas, ça va être trop. Puis finalement, je l'ai poursuivi. Donc, je vais lire quand même la 4e de couverture. Je sais pas si c'est nécessaire que je le fasse, mais peut-être. Je vais juste voir. Bon, je vais peut-être lire les 2 premiers paragraphes parce que j'ai pas envie non plus de me divulgacher. Ancien rédacteur de Millennium, revue d'investigation sociale et économique, Michael Blomqvist est contacté par un gros industriel pour relancer une enquête abandonnée depuis 40 ans. Dans le huis clos du Nil, la petite nièce de Henrik Wenger a disparu, probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Secondée par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et perturbée, placée sous contrôle social mais fouineuse hors pair, Michael Blomqvist, cassé par un procès en diffamation qu'il vient de perdre, se plonge sans espoir dans les documents 100 fois examinés.
jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre un dossier. Je vais m'arrêter là, mais ça vous donne un peu une idée. Évidemment, il y a eu moult d'adaptations en film, version, je pense, britannique, version américaine. Et ben c'est ça. Je sais pas d'où m'est venue l'impulsion, mais jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. C'est hyper lent. Donc, c'est vraiment le préjugé du polar nordique. Donc, la mise en place est super lente. On est vraiment on veut bien nous faire nous imprégner de l'ambiance, du contexte personnel, du contexte social, du contexte politique. Mais c'est correct. C'est quelque chose qui me plaît. De toute façon, qui me plaisait même en dehors des polars nordiques et avec lequel j'ai appris à jongler. Comme je sais que c'est comme ça va. Je ne m'attends pas nécessairement à autre chose. Et ben voilà, je suis intriguée à voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais être en retard de tout le monde. S'il vous plaît, ne me divulgachez pas. J'ai même pas regardé les films. Mon chum a vu les adaptations au cinéma. Je pense qu'il a vu les deux versions, à États-Unis et Angleterre. Mais moi, je n'ai jamais su, à part que c'était Elizabeth Salander, j'avais pas d'autre chose, pas d'autres repères. Alors, je vais vous en parler. La seule chose que je vous dirais, c'est que pourquoi je dis que c'est non stratégique et audacieux, c'est que, on est quand même mercredi en ce moment. Et je viens de vous lancer aujourd'hui le fameux vlog que j'avais comme en trop, entre guillemets, parce que j'avais beaucoup tourné quand j'ai fait le défi une semaine, un jour un graphique. Et là, ben techniquement, je reprendrais mon calendrier de mise en ligne habituel. Donc, une mise en ligne dimanche. Mais là, bon, dimanche, premièrement, c'est la fête des mères. Est-ce que je vais pouvoir le programmer là? Est-ce que j'ai vraiment une chance de terminer ce livre-là en 3 jours? J'ai quand même un trajet à faire demain et vendredi. Donc, potentiellement, ça peut marcher. Mais en même temps, je ne sais pas. Puis là, ben, en même temps, je me dis, je fais quoi? Je vous fais un vlog avec juste 2 lectures. En même temps, ça peut être ça aussi. C'est juste qu'il sera peut-être pas très long. Bref, aucune idée de ce que ça va donner. Mais bon, vu qu'au départ, je lis parce que ça me tente de lire et non pas nécessairement pour avoir un contenu qui est adapté à un format agréable à tout le monde, je vais plutôt me laisser porter par mon rythme de lecture, puis on verra pour la suite. Alors voilà, ben sans plus tarder, je vais m'y remettre un petit peu pour faire avancer les choses, puis on se reparle bientôt. Et bonsoir. Alors, je fais un petit coucou rapide avec un éclairage de schnout, mais j'ai reçu des petits colis. Tout d'abord, j'ai reçu un envoi que j'attendais plus. Je me suis demandé même si mon abonnement était échu, mais c'est de chez Atelier 10. Alors, qu'est-ce que c'est selon vous? C'est mon abonnement à la collection Documents. Je l'ouvre. Et j'avais hâte de voir si j'allais le recevoir. Puis, je sais pas, à chaque fois, j'oublie. Je vous le dis à chaque fois que j'en ouvre un, puis à chaque fois, j'oublie parce que je renouvelle presque systématiquement quand ils m'envoient un avis de renouvellement pour cet abonnement-là. Absolument, je prends pour 2 ans. C'est 2 publications par année. Donc, en effet, c'est celui-là que je pensais. Donc, c'est Nos villes au front de François-William Croteau. Et le sous-titre, c'est « Repenser la gouvernance locale pour faire face aux crises ».
Donc, super intéressant. François-William Croteau, il me semble que c'est un maire, oui, c'est l'ancien maire de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, qui a été ancien maire pendant 12 ans. Et maintenant dirige l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine. Je vais vous lire la 4e de couverture. Les crises qui secouent notre époque se vivent de la manière la plus urgente au cœur de nos villes. Face au dérèglement climatique, à la crise du logement et de l'itinérance, aux enjeux de mobilité et d'accès à la santé, les citoyens et citoyennes se tournent désormais vers leurs élus de proximité. Sauf que les municipalités du Québec, historiquement soumises à l'autorité du gouvernement québécois, ne disposent ni du pouvoir législatif, ni des ressources financières pour véritablement répondre à ces besoins et anticiper l'avenir. François-William Croteau démontre que seule une plus grande autonomie des villes pourrait leur permettre de tirer parti de l'intelligence collective et renforcer leur résilience. Un peu plus niché comme sujet que qu'est-ce que je suis habituée, ben, qu'est-ce que la collection a habitué, ce à quoi la collection nous a habitués en tant que lecteur. Mais moi, ça va, ça m'intéresse parce que, bon, dans ma vie personnelle, mon copinou, mon petit, ma douce moitié, mon amoureux, est à la fois urbaniste, spécialiste du patrimoine et conseiller municipal. Mais on n'est pas dans l'agglomération de Montréal. Je vous dirai pas plus d'infos. Donc, c'est quelque chose dont j'entends parler quand même potentiellement par la bande et particulièrement l'urbanisme. Puis, tout ce qui est gouvernement local qui appelle le palier municipal. Et moi-même, travaillant dans le municipal comme bibliothécaire, ben, ça m'intéresse de voir comment on peut justement faire ça et tout. Donc, voilà. Donc, ce petit envoi-ci. Et sinon, ben, c'est un autre colis. Mais là, dans le fond, je vais vous les montrer, mais j'aurais pu ne pas vous les montrer parce que c'est clairement juste des choses qui viennent compléter ma collection d'Agatha Christie, plus, je pense, un truc de plus que j'ai pris. Alors, attention au bruit. Alors voilà. Je ne sais pas dans quel état ils vont m'arriver. La dernière fois, c'était horrible, mais je pense que là, c'est pas si pire. J'ai peut-être été chanceuse. Je donne 500, je vous donne la boîte à mon chat parce que sinon, on va en entendre parler. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... C'est vraiment juste des choses pour compléter ma collection, comme je vous disais, sauf une exception. Donc, j'ai décidé de me commander 4 Agatha Christie. Alors, je vais quand même vous les montrer parce que c'est le fun. Donc, Five Little Pigs, qui en français, je me souviens plus c'est quoi. Je me souviens plus des titres en anglais. En français, celui-là, c'est celui qui est Amias Creel, je pense. C'est un artiste. Puis là, il est accusé du... En fait, il meurt, puis là, c'est sa femme qui est accusée de l'avoir tué. Puis elle s'en va au procès, puis elle se défend pas. Puis plusieurs années plus tard, la fille de cette femme-là veut finalement savoir la vérité. Est-ce que sa mère a vraiment tué son père? Donc, c'est un Hercule Poirot. Sinon, j'ai aussi... Celui-là, j'ai pas pu m'empêcher. C'est pas dans la même collection, c'est une des collections que je reprends moins habituellement. Mais là, il y avait un petit côté un peu vintage, faux vintage. Fait que je trouve ça cool. Mais c'est The Murder of Roger Ackroyd, donc Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est un classique. Si jamais vous ne l'avez pas lu, c'est un des Agatha Christie avec lesquels elle joue vraiment beaucoup avec le style, donc, et qui est un exemple d'un type de narration qui est particulièrement troublant quand on lit des romans policiers. Mais je n'en dirai pas plus si jamais vous voulez lire. Ensuite, j'ai... Celui-là, c'est rare que je les prends. Mais là, c'est une collection des petits Hercule Poirot. Donc... C'est sous la forme de Poirot Investigates. Et c'est sans doute des je vais dire, des nouvelles, des short stories qui ont apparu dans d'autres recueils. Il y en a 14. Moi, je les ai vus plus. Je m'en souviens plus parce que j'ai vu les adaptations avec David Suchet. Puis on dirait que ça m'est resté en tête. Mais bon, c'est rare que j'en prends, mais là, je vais essayer de le prendre. Et finalement, celui-là, qui est un excellent aussi, Hercule Poirot, et c'est Peril at Hen House. Celui-là, il est vraiment troublant aussi. Puis il y a encore un peu de narration particulière. Donc, 4 Agatha Christie pour ma collection. Et sinon, un P.D. James. Donc, An Unsuitable Job for a Woman. Je l'ai déjà lu. C'est le premier tome, je pense, de la série des Cordelia Gray. Oui. Donc, il me semble qu'il y en a 2 ou 3 dans cette série-là. Puis j'avais lu, celui-là, je l'ai lu. Je pense que j'étais rendue aux autres, mais
Voilà, donc je voulais avoir les P.D. James. Ils sont moins charmants côté couverture, j'admets. Mais bon, je me suis dit que j'allais les avoir. Donc, déjà lus. Tous ceux-là, c'est des déjà lus. Et celui-là, je ne l'ai jamais lu. Et je trouve ça super intéressant. Puis j'ai hésité, mais j'ai décidé d'avoir toute la collection de Virginia Woolf. Alors voilà, Virginia Woolf, Between the Acts. Donc, ici dans la collection Mariner Classics. Et c'est son dernier roman qui a été écrit dans les premières années de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça se passe en juin en 1939 à Points Hall, la maison de campagne de la famille Oliver, au cœur de l'Angleterre. Et dans le fond, dans le jardin, tout le village s'est rassemblé pour je sais pas c'est quoi en français. Pageant, je me souviens plus. La kermesse, peut-être. Je sais pas si c'est comme ça, parce que pageant, pour moi, c'est genre beauty pageant, mais en tout cas, mettons la kermesse. Mais donc, c'est des scènes de l'histoire de l'Angleterre qui, à partir de l'âge élisabéthaine jusqu'à le moment où ça se passe. Donc, peut-être une scénette ou une séance, ou je sais pas trop. Bref, au fur et à mesure que l'histoire qui est présentée comme pageant devant le public, dans le fond, au fur et à mesure que ça se déploie, les vies de chacun des citoyens du village qui sont là aussi prennent forme. Dans le fond, entre les actes, on apprend différentes choses. Mettons, une relation qui va pas super bien entre Isa Oliver et son mari Giles. Puis là, on voit qu'il y a une autre troisième personne qui est Mrs. Manresa. Bref, comme toujours, je pense que Virginia Woolf nous propose encore une fois sa fameuse vision de la société un peu bourgeoise et tout ça. Puis elle aime bien faire des parallèles avec l'histoire. Puis cette fois-ci, ben, ça doit être spécial parce que dans le fond, on voit l'histoire avec un grand H qui nous est présentée comme lecteur, que les personnages de l'histoire voient. Et à travers ça, on apprend à connaître les personnages et leurs propres conflits. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, donc, Between the Acts. Et c'est ça, ça conclut le petit unboxing, n'est-ce pas? Je sais pas si, mais oui. Et bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire, à part que je continue à lire ma lecture en cours, bien entendu. Ma gigobrique de Stieg Larsson. Ça va super lentement, mais c'est vraiment fascinant. C'est juste particulier parce que là, j'en suis rendue à dépasser le corps. Puis, en fait, les choses qui sont annoncées dans la 4e de couverture commencent à peine à se passer. Donc, quand je vous disais que c'est un rythme lent, c'est pour vous donner une idée. Alors écoutez, j'ai les journées un peu occupées ces temps-ci, fait qu'encore plus, je ne sais pas ce qui va se passer pour le vlog de dimanche, mais je vous reviens. Ça se peut que vous ayez plus de contenu qui est comme en dehors du chronique livresque dans ce vlog-ci, parce que je vais vous filmer ce que je peux filmer. Parce que je pense que je vais quand même terminer ce roman-là avant de vous mettre le nouveau vlog, juste pour que vous ayez quand même au moins 2 avis. Mais ça se peut que je m'essaie à lire un autre petit roman que ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer, qui est un genre de true crime pour ados, mais en version un peu vous êtes l'enquêteur. Si je suis capable de le vous trouver, je vais vous le chercher. Le retour. Alors, c'est un livre que je m'étais déjà mis dans les piles à lire. Puis, en fait, c'est une collection québécoise, puis je pense qu'ils sont rendus au 3e tome, mais c'est une collection qui s'appelle Coupable? Peut-être pas. Je ne sais pas du quel nom de la collection. Mais bon, Coupable. L'affaire Mana Thompson, c'est de Karine Paquin. Et je vais la 4e de couverture. Serge Barclay en a vu de toutes les couleurs depuis son entrée en poste comme sergent enquêteur au crime majeur de la Sûreté du Québec. Si bien que ses enquêtes passées reviennent hanter ses nuits d'insomnie des mois, voire des années après les faits. Cette fois-ci, l'affaire Mana Thompson trouble le sommeil du sergent. Selon ses proches, l'adolescente de 15 ans n'avait aucune raison de vouloir mettre fin à ses jours et personne ne comprend comment elle aurait pu tomber dans la rivière des Prairies à Montréal. Alors, pourquoi son corps a-t-il été retrouvé, échoué sur la berge à la hauteur du parc Rimbaud, sans aucune marque de violence apparente? Que s'est-il passé? Et surtout, qui est coupable de ce meurtre? Donc, c'est vraiment
un roman en mode, ben là, voyez-vous, au début, on a des fiches de personnages. Après ça, on a de la narration, on a des échanges de textos, on a des interrogatoires, je crois. Donc, format particulier. Fait que ça se peut que ça, je me lise quand même en parallèle de ce que je suis en train de lire. Puis là, vous ayez comme un genre de spécial thriller roman noir pour ce vlog-ci. Puis en même temps, ça me permettrait de prendre mon temps pour aller finir le fameux Stieg Larsson. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Et bonjour. Alors, je vous reprends. On est samedi, fin de journée. Je viens d'aller courir, donc désolée si j'ai encore l'air d'être luisante et rouge, mais avec peut-être que je vais ajuster un peu ça. Parce que, ben, c'est ça. Je viens de courir. C'est encore dans le moment où, post-course, c'est le repos et on continue à suer. Donc, c'est ce moment savoureux. Bref, trêve de détails sur la course. Je suis encore en pleine lecture de ce livre que je veux terminer. Mais là, ça veut vraiment dire que j'aurai pas de vlog à temps pour demain dimanche. Je vais voir ce que je vais faire. Là, si j'arrive à le finir ce soir, peut-être que je vais faire un blitz demain matin, mais je suis pas certaine. Mais bref, je suis en train de continuer à lire le fameux Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson, donc le premier tome de la série Millennium, qui date d'il y a super longtemps, qui entre-temps a été repris par David Lagercrantz et après ça pour un autre cycle avec en duo, je crois, parce que malheureusement, Stieg Larsson est un auteur qui est décédé. Écoutez, je vous avais dit, j'aime toujours autant ça. C'est toujours aussi lent. Je suis rendue à 65% de ma lecture et ça fait peut-être 5% que Lisbeth et Michael finissent par former un tout. Donc, on a des grands détours. Je ne sais pas trop comment ça va se conclure. J'espère que ce ne sera pas trop sur une fin en suspens puis que ça faut vraiment tout lire la série au complet. J'imagine que oui, mais en même temps, je me dis, ça serait fun s'il y avait une petite conclusion quand même pour chaque tome parce que je me suis dit avec ma collègue que j'allais lire le deuxième tome avec elle cet été, donc ça risque d'être long sinon. Et je pensais que c'était pas si pire, mais j'ai rencontré des scènes très dures à lire, encore plus à écouter au niveau d'eau, c'est l'affaire, mais à lire aussi. Donc attention, elles ne sont pas très nombreuses, les scènes, mais sont très détaillées et crues et marquant l'imaginaire. Et dans celle, en tout cas, que jusqu'à maintenant je vois, ben, en même temps, c'est sûr, on peut s'en douter avec un titre comme c'est là, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, mais on parle ici de violence sexuelle. Donc, trop avertissement. Vous allez me dire, oui, mais bon, dans les polaires nordiques ou dans un thriller, c'est comme... Oui, c'est courant, mais il ne fait pas partie des auteurs qui font juste l'évoquer. Au début, je pensais, parce que ce qui est particulier, c'est vraiment sa façon de narrer ça. C'est qu'on n'est pas dans du linéaire, en fait, un peu, globalement. Puis des fois, puis comme on va suivre à la fois Michael et Lisbeth, même si on suit un peu plus Michael qu'Elisabeth, au moins jusqu'où je suis rendue là, ça apparaît linéaire, mais des fois, il y a des sauts dans le passé où on a une partie, on ne nous décrit pas vraiment tout ce qui s'est passé, puis quelques moments plus loin, alors qu'on a eu le temps de faire des changements de point de vue entre les différents personnages principaux, on revient finalement sur le détail complet de quelque chose qu'on a vaguement évoqué juste un peu avant. Donc, c'est quand même quelque chose qui, en tout cas, en livre audio, ça demande une certaine concentration, mais c'est très bien écrit. C'est très bien écrit. C'est quand même une écriture un peu, ce qu'on pourrait dire, froide. Donc, c'est une écriture qui est technique, c'est presque plus terrifiant finalement parce que justement, les choses sont décrites un peu de façon neutre et un peu à la façon, ben, dans les polars nordiques, on a souvent des détails, comme là par exemple, à un moment donné, le Michael finit par dire, il s'en va quelque part, fait une enquête, puis il dit, ah, j'ai commencé le livre Le chant des sirènes de Val McDermid. Ça, c'est une des sections qui se termine comme ça. Puis là, on continue à apprendre, puis éventuellement, il nous mentionne qu'il l'a terminé, puis que c'est une fin horrible. Mais c'est comme juste un peu genre un fait comme ça. Il n'y a pas d'autre... ça va pas nécessairement revenir, puis c'est comme il va nous dire, mettons, qu'il va partir sa machine à café. Puis ça, c'est vraiment une approche qui est très polaire scandinave. Beaucoup de détails du quotidien, comme pour vraiment bien mettre le contexte bien carré. On n'est pas dans les états d'âme, on n'est pas dans les émotions nécessairement. C'est pas qu'il n'y a pas d'émotions, mais ils sont décrites de façon neutre. Donc, c'est vraiment une approche différente. Cela dit, ça crée encore plus un choc quand
il y a des scènes de violence qui vont se passer ou des scènes de crimes qui vont se passer, puis qui sont décrites avec une façon aussi chirurgicale que ça, parce que ça marque. On peut pas aller dans l'évocation si on est dans le chirurgical. Donc, j'ai été un peu traumatisée, je dois vous dire. Mais je suis vraiment attachée au personnage. Ben, si t'arrives qu'on peut être attaché, en tout cas, il y a des personnages qui veulent pas se faire aimer, mais c'est vrai, on est attaché pareil à eux autres. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer, sauf que c'est ça, c'est quelque chose. Fait que je sais que je suis vraiment en retard sur tout le monde. Tout le monde a déjà dû lire ça. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu encore, sachez ça. Si vous l'avez lu, peut-être que vous allez trouver que mes limites à moi sont pas nécessairement les mêmes que les vôtres, mais j'aime beaucoup ça, mais j'ai un peu peur de la suite. J'espère que ça va être correct. J'espère que je vais pouvoir poursuivre les autres tomes sans être trop traumatisée par certaines scènes qui sont pas jusqu'à maintenant si nombreuses, mais tellement intenses que je m'en suis pas remise encore. Fait que voilà, c'était mon petit point de où j'étais rendue. Je vais voir comment ça va. Je vais voir si je lis beaucoup ce soir. Et dans le fond, en livre numérique, parce qu'en livre audio, il me reste à peu près 6 heures, mais en livre numérique, il me reste... Mais c'est en numérique quand même. Fait que ça voudrait dire un peu plus. Mais en tout cas, en numérique, il me reste 170 pages. Techniquement, si je le lis en numérique, c'est peut-être 3 heures max. 2 heures et demie. Fait que ça se fait, là. C'est que je pourrais continuer à l'écouter, faire des petits trucs, puis finir ce soir. Mais je ferai peut-être pas le point ce soir, peut-être que je le ferai demain matin. Puis, comme demain matin, c'est la fête des mères, et que je vais passer du temps avec ma maman, bien, il sera peut-être pas posté, il sera peut-être pas mis en ligne, en fait, au début de la journée demain, mais je me connais. Je vais peut-être essayer de tout faire pour que ce soit quand même mis en ligne le dimanche. Fait que, bref, j'arrête de blablater. Je me replonge dans le Millennium. J'avais dit que j'allais lire le Karine Paquin. Je vais voir si je le fais ce soir ou pas. Puis sinon, bien, vous aurez eu seulement 2 lectures de recensé, mais en même temps, c'est une gigabrique. Donc, ben voilà. Alors, ben, à tantôt. Hey, bonjour! Alors, on est dimanche matin, très tôt, et j'ai terminé, oui, le fameux Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. Je l'ai terminé hier. Je l'ai en fait terminé cette nuit parce que j'ai terminé hier soir, je me suis endormie dessus, il me restait, je pense, une vingtaine de pages. Puis je ne me suis pas endormie dessus parce que c'était tranquille, je me suis juste endormie dessus parce que j'étais fatiguée. Puis bien, ça a donné que cette nuit, j'ai eu des moments où il y avait un peu d'insomnie, donc je me suis dit, allons-y. Donc je l'ai terminé. Et c'est un vrai choc, ce livre-là, bon, en fait, sans surprise. Fait que finalement, mon appréhension de départ était pas mal la bonne. Cela dit, je pense que quand c'est sorti, j'aurais vraiment pas été capable de recevoir ce livre-là. Pour les raisons... Bon, le petit son d'horloge grand-père. Donc, je vous disais que j'aurais vraiment pas été capable de recevoir ça pour les raisons que j'avais évoquées. Donc, j'avais vraiment l'impression que ça serait trop sordide, trop cru et tout. Et je vous confirme que c'est sordide, c'est cru. Ça a dépassé la limite pour moi. Par contre, maintenant, je suis capable de le lire. Est-ce que je serais capable de lire toute la série? Enchaîner, c'est sûr que je serais pas capable. Est-ce que je vais être capable de lire le tome 2 avec ma collègue comme j'avais prévu le faire à l'été? Potentiellement. Je vais voir. Je vais me laisser un petit peu mijoter ça puis lire autre chose avant. Mais en fait, c'est que c'est vraiment un roman... c'est un roman qui touche tellement de sphères, qui touche tellement d'approches littéraires, de genre. Donc, c'est pas vraiment un roman duquel on est censé sortir indemne, de ce que j'ai compris. Donc, pour moi, c'était un thriller, évidemment, un roman noir, très noir. On est dans le roman d'horreur par moment. On est vraiment à ce point-là de glauque, sordide, cruauté, dérangement de l'âme humaine. C'est ça. C'est aussi un roman d'ambiance et de contexte social. Il y a une grosse part qui est mise justement sur le contexte dans lequel le fameux journaliste Michael va faire son enquête. Donc oui, il est sur une île et tout ça, mais en même temps, ça touche un peu à comment la société est à l'époque, comment elle a été à l'époque, comment elle est maintenant, qu'est-ce qui se passe un peu dans ce pays-là, en Suède, qu'est-ce que ça a eu comme impact. Il y a aussi
une part qui est liée à une histoire qui est liée à, malheureusement, l'Allemagne nazie. Donc, comment ça a pu avoir un impact quand même au cœur du pays, dans certaines... au cœur de certaines branches ou certaines familles. Donc, on a ça aussi au niveau social qui arrive. On a d'autres approches sociales qui sont en fait, c'est très touchant aussi, qui sont liées à la différence. Même on évoque un peu justement une erreur de diagnostic en tant que telle par rapport à la neurodivergence qui a été perçue potentiellement à l'époque comme une maladie mentale ou, puis là j'utilise le mot volontairement parce qu'à l'époque c'est comme ça qu'on appelait ça, mais donc ou même une déficience à la limite, et qui a fait en sorte qu'un des personnages se retrouvait dans une situation de tutelle. Donc ça nous parle aussi un peu un commentaire éditorial de cette approche-là, qui était une approche qui était en place, et comment, à la fois, on peut souvent parler des erreurs judiciaires, mais comment il peut y avoir aussi des moments où des erreurs de diagnostic dans ce genre de domaine-là, dans la mesure où ça a un impact sur l'autonomie puis l'émancipation d'une personne, ça peut être terrible, surtout pour une personne qui n'a pas nécessairement eu tous les outils quand elle était petite pour travailler sa confiance, donc qui s'est fait trahir depuis très très jeune, donc qui n'a pas confiance non plus en le cadre des institutions, les ressources, fait que ça fait une personne qui est très solitaire puis qui est très potentiellement vulnérable ou qui peut faire une excellente, malheureusement, victime et tout ça. Donc ça aussi, c'est là quand même. Donc, tu sais, ce qui fait que peut-être je me suis accrochée, c'est que je pense que je me suis accrochée beaucoup à la partie, justement, il y a aussi le côté, excusez, vous finissez par y arriver, enquête journalistique qui est très là. Évidemment, c'est une enquête journalistique autre, et avec des moyens qui ne sont pas toujours, disons, dans la voie de la légalité. Donc, le côté enquête, je m'y suis beaucoup attachée. Le fait que c'était pas des policiers, justement, qui menaient ça, c'était vraiment un journaliste et éventuellement, potentiellement, une personne qui travaille plus dans le côté un peu détective privé. Donc ça m'a beaucoup accroché, mais c'est vraiment la dimension comme sociale, puis à quel point ça peut avoir un impact sur le monde auquel je me suis accrochée. Il y a aussi le côté un peu thriller domestique à cause de la formule un peu secret de famille. Puis là, je peux vous dire qu'on ne parle pas de secret de famille, genre, je sais pas moi, un enfant né hors mariage. Là, on n'est vraiment pas là-dedans. C'est justement dans cette dimension-là que le pire va ressortir finalement. Donc, voyez-vous, je suis capable d'en parler. J'apprécie l'écriture. Je pense que ça a été... Ça doit être un tour de force de faire cette écriture-là, cette construction-là, qui, comme je vous dis, est en mode déjà en partant avec deux narrateurs, pas nécessairement avec des parts égales par rapport à la narration. On a vraiment plus un accent qui est mis sur Michael, le journaliste, mais qui fait en sorte que le lecteur est vraiment parachuté d'un point de vue à l'autre, qui fait en sorte aussi que le lecteur est en perpétuel doute et qui fait que le lecteur est ballotté complètement au niveau de la notion de bien et de mal. Parce que c'est un roman qui met de l'avant que potentiellement les gens dans les marges sont peut-être ceux qui sont finalement les plus saines. Les personnes dans les marges sont peut-être ceux qui sont les plus saines dans un monde où les gens qui apparaissent comme étant des piliers de bonnes intentions sont en fait des monstres. Donc, je suis contente de l'avoir terminé hier soir puis un peu cette nuit parce que dans le fond, ça a eu le temps, même si je dormais, ça a eu le temps de m'y jeter un peu. Je suis quand même à chaud, mais c'est moins à chaud que ce que j'aurais pu penser. Donc, écoutez, est-ce que j'ai apprécié ça? C'est la question. Je pense que je suis contente d'avoir osé le découvrir. Pour moi, ça reste un livre pour lequel je mets... mettons, quand on parle de notation, c'est très subjectif, mais donc pour moi, en termes d'appréciation, d'expérience de lecture, je peux mettre, mettons, 4 étoiles sur 5. La raison pour laquelle je ne me rends pas à un coup de cœur ou à une excellente lecture, c'est vraiment parce que, pour moi, ça a été très, très bien fait, mais ça fait en sorte que ça a dépassé trop mes limites. Est-ce que c'était gratuitement mis comme ça? Je pense pas. Quelqu'un qui est capable de le supporter, j'ai pas trouvé que c'était ça. Fait que pour moi, c'est quand même, il y a une qualité dans l'écriture. C'est pas qu'ils n'ont pas mis ça juste pour traumatiser les gens, puis finalement, c'était pas de qualité et tout. Mais il y a quand même eu aussi dans le roman, malgré le fait que je comprenne que c'est un tour de force littéraire, que c'est l'approche de polar scandinave qui est très lente, qui est très, comme je vous disais, description chirurgicale et tout ça, mise en place nécessaire, puis je suis très pour ça. J'ai quand même trouvé qu'il y avait des longueurs. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs.
ça prend énormément de temps à partir. Ça, à la limite, je me suis habituée, mais là, tu sais, il y a énormément, puis 50% du roman. Fait que j'ai quand même trouvé qu'il y avait des longueurs. Ça reste un roman qui a été écrit il y a 20 ans. Évidemment que les attentes étaient peut-être différentes aussi, puis ce que la personne voulait faire à l'époque avec ça était peut-être différent. Mais donc, c'est pour ça que pour moi, même si techniquement mon expérience de lecture a été un peu traumatisante, ça n'a pas un impact majeur sur ma note, entre guillemets, que je donne. Par curiosité, si jamais vous vouliez le savoir. Ça m'est arrivé de mettre des fois des 5 sur 5 à un livre qui m'a rendu complètement à l'envers, que je relirais jamais, dont je relirais pas l'auteur, mais dont je reconnais vraiment les qualités. Donc celui-là, je reconnais vraiment beaucoup les qualités. Je me suis vraiment attachée aux personnages principaux, même si c'est des personnages principaux qui nous tiennent loin d'eux autres. Mais j'ai vécu quand même une lecture un peu calvaire cette semaine. Et c'est ce qui fait en sorte que le vlog va se clore ici, que je vais pas lire le fameux 3e livre. J'ai besoin d'un peu de repos par rapport à des choses qui sont traumatisantes. Donc, ça aura été un vlog 100% trailer sombre, mettons. Ben c'est ça. J'espère que ça vous a plu malgré le fait qu'il y a eu deux lectures seulement. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous avez lu les 2 auteurs dont je vous ai parlé cette semaine ou même si vous avez lu Stieg Larsson, tout en gardant en tête que chaque personne va nécessairement vivre les choses différemment puis chaque perception est valable. Donc, juste pour être sûr que s'il y en a qui ont aimé ça, qui n'ont pas aimé ça, ben il faut rester bienveillant. Mais je suis bien curieuse de vous lire en commentaire si ça vous dit. Alors, d'ici à ce qu'on se revoit, j'espère que vous allez avoir des bonnes lectures. Comme vous allez avoir cette vidéo finalement aujourd'hui, en ce dimanche, jour de la fête des mères, en tout cas ici au Québec, puis dans certains pays, je pense en Europe. Bonne fête à toutes les personnes qui sont la maman de quelqu'un ou d'un animal, ou la maman biologique, ou la maman de cœur, ou la maman trouvée, peu importe. Bonne fête à vous. Et nous, on se revoit à tout bientôt.